Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle de stratégie numérique, un élément hyper important dans la conception et la réalisation de produits numériques chez Mirego. Je reçois Jean-Benoît Dubé, directeur stratégie numérique, pour discuter de méthodologie, d'activité et d'implication du rôle de stratège dans toutes les phases d'un projet. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, on accorde une importance particulière à comment on conçoit et on bâtit nos produits numériques. On parle souvent dans le podcast au niveau du code, mais aujourd'hui, on va s'attarder à un domaine très important qui précède tout ça, la stratégie numérique. Je reçois aujourd'hui Jean-Benoît Dubé, JB, directeur de la stratégie numérique chez Mirego. Bonjour JB. Salut Rams. En quoi consiste, si je peux poser une question un peu d'emblée, c'est quoi la stratégie numérique chez Mirego? La stratégie numérique chez Mirego, je pense que c'est d'abord et avant tout s'assurer qu'on ne fait pas juste bâtir bien le produit, mais que le produit qu'on bâtit est le bon. Fait que c'est, de manière générale, comment je le résumerais à ma mère, c'est... Noéline comprend très bien ce que je fais dans la vie, je te rassure. Fort probablement que ce serait de dire que comme s'il y a plein d'univers parallèles quand un client vient nous voir. Il nous dit, moi, ce que je veux faire, là, c'est une application mobile ou un site web ou peu importe. Mais encore, c'est quoi les bonnes fonctionnalités? C'est quoi la bonne exécution? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes puis que ça résonne avec ces gens-là puis qu'on s'en sert au bon moment? Fait que l'application mobile, au moment où les gens viennent nous voir souvent, ils ont une idée un peu floue, mais ça peut aller à peu près dans n'importe quelle direction. Ils savent le quoi, en fait, le comment puis le pourquoi, c'est ça qu'on n'a pas encore. Exactement. Puis faire un produit numérique, c'est plein de micro-décisions que tu prends à chaque semaine. Ah, on apprend quelque chose, puis souvent, ces micro-décisions-là, si on les prend trop tard ou qu'on réalise, rendu loin dans le processus, qu'on a fait fausse route, ça apporte un risque parce que ce qui est plate, c'est qu'il faut, à ce moment-là, il faut mettre aux poubelles des lignes de code, du design, un backlog, tout ce que tu as fait pour t'amener là. L'idée, c'est si on se pose le plus de questions possible en stratégie au début du processus, on est capable d'éliminer certains univers parallèles qui ne sont pas les bonnes pour s'assurer qu'on prend les bons paris. Probablement pas, non, c'est pas infaillible non plus de dire on est rendu à 2 mois de développement, 2 mois de réalisation, de conception du projet. Une décision qu'on aurait. Il y a vraiment des risques qui apparaissent ou ces micro-décisions-là de non, ça, comme on n'a pas catché ça d'avance. Absolument. Pour moi, c'est un peu comme prendre un pari sur une game sportive. Tu peux jamais savoir exactement ça va être quoi l'issue du match. Si je prends un pari sur une game de football, j'ai jamais écouté une game de football de ma vie, puis toi, t'as tout crunché les statistiques, tu sais exactement. T'as fait tes recherches, tu sais où tu t'en vas. Il n'y a rien qui nous garantit que c'est toi qui vas gagner ton pari. Mais les chances sont nettement plus élevées parce que c'est un bet qui est éduqué que tu fais. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de faire. On améliore nos chances. On essaie de comme tu dis, d'éliminer tous les scénarios qu'on sait que ça ne marchera probablement pas, puis idéalement à la fin d'arriver avec le moins de scénarios possible qu'on sait qu'il y a le plus de chances qu'il faut. Exactement. OK. Y a-tu d'autres objectifs concrets? Parce que là, c'est... j'ai l'impression que la strat, c'est beaucoup... on se bâtit une feuille de route, on essaie justement de savoir un peu dans quel chemin on s'en va. Mais après ça, comment qu'on mesure le fait que quand est-ce qu'on sait que le résultat de la game de football, on a gagné notre pari ou on n'a pas gagné? Ouais, c'est une bonne question. Une game de football, il y a un moment où la game est finie. On a des points et on le sait qui a gagné, qui n'a pas gagné. Dans le cas d'un produit numérique, il y a comme des grands moments, mais c'est une game qui n'a pas vraiment de fin. Mm-hmm. Parce que, oui, il y a le développement, mais une fois que tu lances, que ton développement est fini, tu lances, là, tu as des commentaires qui sortent sur les utilisateurs, les compétiteurs réagissent, puis les autres, ils te copient ou ils font quelque chose de mieux que toi, ou les attentes des utilisateurs changent. Fait qu'en numérique, la notion d'itération puis de changer est hyper importante. Fait que j'ai le goût de dire comment est-ce que ça se mesure. Ça dépend vraiment de où tu es dans la phase. T'sais, si tu es en début de projet en conception, fort probablement que avant même d'avoir fait une ligne de code, comment tu sais que ta strat est bonne ou est pas bonne? Moi, j'aime le terme, je m'excuse, ça se dit mieux en anglais, le fluency, la fluence, j'imagine. Oui, j'imagine. Qui est, pour moi, une bonne strat, c'est une strat que tout le monde comprend bien. Du développeur au QA en passant, l'expert d'assurance qualité, en passant par le designer, puis le directeur produit, puis le client. Je pense qu'à la fin de la journée, toutes les micro-décisions que l'équipe de réalisation va prendre,
si pour eux, ils comprennent qu'il y a tout le multivers de décisions qu'on peut prendre, puis de trucs qu'on pourrait faire, puis de fonctionnalités qu'on pourrait faire, mais que la stratégie n'a pas fait une bonne job seulement en disant tout ce qu'on peut faire, mais a réussi à couper ces univers-là, puis dire non, voici ce qu'on doit faire, puis que tout le monde le comprend bien. Je pense que cette étape-là, si on est capable d'avoir un discours commun où les développeurs comprennent, écoute, là, je suis pas en train de faire une fonctionnalité parce que c'est écrit dans un carnet produit que je dois faire ça. Ouais. Non. Je suis en train de développer cette fonctionnalité-là parce que mon utilisatrice Muriel, à ce moment-là, c'est comme ça qu'elle se sent. Et pour mon client, c'est ce moment-là qui est important dans sa prise de décision à Muriel. Là, pour moi, c'est réussi. Quand on tombe en mode plus une première phase qui est enlevée. V1, mettons. C'est ça, exact, qui est publié. Ben là, je te dirais que comment est-ce qu'on mesure une bonne stratégie? Ça va beaucoup aller avec ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs de performance clés. Généralement, on va les déterminer tôt, en début de processus. Puis ça devient un peu notre espèce d'étoile du Nord. Fait que de toutes les fonctionnalités qu'on peut faire, cool, à la fin de la journée, qu'est-ce qui fait que ce qu'on a développé génère de la valeur pour notre client? Puis ça, ben, je pense que faire du produit numérique, c'est un art d'équilibre. C'est de bien composer avec les impératifs business de ton client, les impératifs des utilisateurs, c'est quoi eux leurs attentes, puis les impératifs de marché, où est notre place, où on peut aller. Je te donne un exemple. Ouais. Si demain, toi et moi, on se dit, on se part un app ou un site web, peu importe, puis les gens vont pouvoir uploader des vidéos puis streamer des vidéos, c'était peut-être une super bonne idée en 2007. Aujourd'hui, on ne réussira pas à déloger YouTube. Tu sais, je veux dire, à moins qu'on y trouve un spin unique à nous. Fait que j'ai l'impression qu'une bonne stratégie, une fois que le produit est lancé, s'assure qu'on reste en adéquation. Fait qu'on est capable de générer de la valeur pour la business, de la valeur pour l'utilisateur, puis de la valeur par rapport au marché, puis qu'on est constamment en train de monitorer les trois, puis qu'on performe dans ces trois sphères-là. Parce que si on fait un produit que point de vue business, c'est bon, point de vue marché, c'est bon, mais que les utilisateurs n'aiment pas, ben c'est un produit qui ne sera pas utilisé. Si à l'opposé, on fait un produit qui est vraiment cool pour les utilisateurs, puis qui a sa place dans le marché, mais que point de vue business, ça ne fait pas de sens, ben, la compagnie va arrêter d'investir, va arrêter de faire sa maintenance, va arrêter de travailler avec son produit. Puis si au contraire, on fait un produit qui marche point de vue business, qui marche pour les utilisateurs, et que malheureusement, ça ne fonctionne pas pour le marché parce que les compétiteurs le font mieux, on ne réussira pas à aller chercher les market share qu'on a besoin. Fait que je pense qu'une bonne stratégie, comment ça se mesure, c'est d'avoir des bons indicateurs fiables dans chacune de ces trois sphères-là une fois que c'est lancé. Puis, si on revient à comment on fait de la stratégie chez Mirego spécifiquement, tu sais, là, c'est comme des principes un peu plus high-level de stratégie, probablement même qui s'appliquent à des domaines qui ne sont pas le numérique. Tu sais, c'est un peu la stratégie high-level, l'équilibre entre plusieurs points. Comment le domaine de la stratégie numérique a évolué chez Mirego dans les 10 dernières années, mettons? C'est une bonne question. Ça a changé. J'imagine que le marché a changé et les autres... Oui, je pense que oui. Je pense que la stratégie est née chez Mirego comme étant une offre de service un peu distincte du reste de Mirego. Okay. Dans le sens où on faisait ce qu'on appelle entre nous des phases de strat, qui essentiellement, c'est deux grandes phases. T'sais. Il y a une phase de recherche dans laquelle on va faire des analyses de la compétition, on va faire des sondages, on va aller chercher des données secondaires, on va faire des ateliers avec le client. Puis ben, ça nous amène à comprendre le contexte de ce que je disais tantôt. Ouais. La compétition, l'utilisateur, puis le contexte organisationnel de notre client. Après ça, la deuxième phase, c'est une phase de conception dans laquelle là, on est beaucoup plus en mode atelier créatif, on fait des prototypes, on va mettre des prototypes dans les mains des utilisateurs. C'est un peu plus concret, c'est ça. On se rapproche de quelque chose de un peu plus tangible. C'est en plein ça. Là, le carré de sable commence à se concrétiser, puis après ça, ben, on peut donner la feuille de route à l'équipe qui, elle, va être en charge de la réalisation. Puis là, ben, ils comprennent ce qu'on a besoin de faire. Je pense que dans les dernières années, ce qu'on a réalisé, c'est que cette formule-là est intéressante, mais pas optimale, parce que ce qu'on apporte à l'équipe à la fin de la journée, c'est un produit découpé. C'est pas une compréhension globale, tu sais, ce que je parlais tantôt. Là. Fait que j'ai comme l'impression que dans les dernières années, il y a une espèce de fusion qui s'est faite entre l'équipe de stratégie et les autres équipes de Mirego, qui fait qu'aujourd'hui, dans les activités de stratégie qu'on fait, ben, au lieu de le voir comme étant « je suis un stratège en charge d'un projet, je vais aller faire des entrevues utilisateurs et je vais faire un rapport qui donne mes grandes recommandations à l'équipe. » Qui, après ça, va prendre ça, puis va prendre le témoin, puis poursuivre le travail. Oui. Ben, à cette heure, non. On va prendre, c'est ça, un développeur vient avec nous autres, parce que lui, ben, il va être en mesure de dire « OK, ouais, c'est intéressant, le bobo que l'utilisateur a compris, je comprends pourquoi il va falloir faire ça, mais en même temps, la solution auquel vous êtes en train de penser, point de vue technologique,
ça serait peut-être mieux de le faire de telle manière. Fait qu'on se ramasse à avoir, d'un côté, des feuilles de route puis des plans de match qui sont beaucoup plus solides parce que on a des perspectives qui sont complémentaires. Puis d'un autre côté, après ça, quand il y a le temps de faire le projet, ben, toute l'équipe comprend pas juste ce qu'ils doivent faire, ils comprennent pourquoi est-ce que c'est ça qu'on fait. Puis ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. En fait, probablement que dans le livrable de la phase de strat, si l'équipe n'était pas impliquée au débat, il y aurait quand même le pourquoi. Sauf que c'est des phrases que, les utilisateurs nous ont dit que ça, à cause de ça, ça serait mieux faire ça. Mais de vivre cette expérience-là de premier plan, en étant impliqué, j'imagine qu'il y a une valeur encore plus grande. Tu as des noms, tu as des subtilités que jamais ils vont se retrouver dans un livrable de mandat de strat. Puis je pense que il y a comme une dichotomie cerveau-cœur. Là. Et quand je peux apporter quelqu'un avec un rapport à comprendre un utilisateur, je peux pas l'amener à avoir de l'empathie. Puis on utilise souvent le terme chez Mirego, le care, là, la passion, l'espèce de dévotion qu'on a. C'est ça, là. Mais c'est comme, il n'y a rien qui fait plus mal, pour vrai, que de prendre un design, le mettre dans les mains des utilisateurs, puis de dire, hey, imagine, tu es dans cette situation-là, ton objectif, c'est d'accomplir telle tâche. Fais-le, puis de le voir, tasser ses lunettes, chercher, pas être capable de. Ce bouton-là, qu'est-ce que ça fait? Toi, t'as pas le droit de l'aider, parce que t'es pas toujours là pour aider les utilisateurs. Là, on dirait que, comme, en dedans de toi, là, tu te dis, maudit qu'on est en train de faire quelque chose de. Les designers, quand on fait ces activités-là, quand on leur donne un rapport, OK, merci pour tes grandes recommandations, je les appliquerai. Mais d'être à côté de la personne, c'est... Là, c'est comme, non, avant de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre, là, je vais tweaker mon design tout de suite. Puis ça, c'est beaucoup ça en quoi... je pense que dans les 10 dernières années, notre mindset a beaucoup shifté vers des équipes beaucoup plus intégrées puis beaucoup plus de collaboration avec les restes. Parce que je m'en allais dire, le processus auparavant me semble un peu plus waterfall, de dire, OK, c'est première étape, OK, livrable, deuxième étape, OK, allez-y, guys, l'équipe qui fait le produit part avec ça. Puis je m'en allais dire, c'est pas nécessairement agile non plus, c'est plus de dire, c'est pas des petites loops on fait une journée de strat, OK, go, on commence le dev, après ça, non, 2 jours de strat, on continue le dev. Non, c'est pas des petites itérations, c'est plus intégrer des acteurs et actrices clés dans tout le process. Puis là, il y a un truc que tu n'as pas parlé, c'est les implications des gens de stratégie. Après ça, dans les phases de réalisation, que ça aussi, ça a changé. Exact. Ben, avant, c'est comme si le document est clair. Part avec ça, puis là, on livrait un document de 200 pages, puis voici la vision du produit. La vérité, c'est que moindrement, on commence à travailler dessus. Première story sur l'équipe, que l'équipe commence à travailler avec. Hop! Hey, on devrait-tu plus le faire comme ça ou comme ça? Ouais, on a comme des bonnes idées qui peuvent apparaître. Exact. Ça, c'est ces micro-décisions-là. Puis je pense que si le stratège ou la stratège en charge du processus a bien impliqué les personnes, il y a beaucoup de ces réponses-là qu'ils vont déjà avoir. Ouais. Mais n'empêche qu'après ça, le stratège, il a quand même une perspective sur le marché. Il a testé 50 produits compétiteurs. Fait qu'il a une opinion forte sur c'est quoi la bonne façon de le faire. Il a fait des entrevues utilisateurs, il a fait des sondages. Il a vraiment une bonne compréhension globale du contexte. Il devient un peu l'expert dans le domaine d'affaires du client, finalement, puis la voix de l'utilisateur. Juste d'avoir le plus de contexte et d'avoir le plus de connaissances, c'est indéniable. Là. Exact. Puis moi, ce à quoi je crois, c'est facile d'après ça de dire « Hey, si j'ai une question, en tant que développeur, je me demande si on devrait pas plus le faire comme ça. Simon, t'en penses quoi? » Ben lui, sur un projet, ben oui, pas compliqué. Lui, puis lui, c'est vraiment les 3 meilleurs, puis les autres, c'est tous de même qu'ils le font. Ouais. On n'a peut-être pas besoin. Ou, j'ai regardé les analytiques, là, puis je vous rappelle, guys, c'est 8% du monde qui vont le faire, puis sur ce 8% du monde-là, c'est 1% des gens qui vont... Ouais. Là, ça commence à être marginal beaucoup. On est peut-être en train de prendre un mauvais bet, d'investir sur la mauvaise fonctionnalité. Mm-hmm. On peut investir plus de nos ressources sur celle-là à la place. Fait que cette espèce de collaboration-là qui est, je veux dire, plus molle, dans la mesure où le rôle du stratège à ce moment-là, au début, son rôle, c'est de livrer de piloter des activités qui sont concrètes. Là, il devient quand on est en réalisation, plus dans un rôle, je veux dire, d'influence, dans la mesure où lui, il livre pas vraiment quelque chose. Il est expert invité, un peu guest star qui est là, puis qui donne sa perspective quand on en a besoin, puis qui fait juste s'assurer que malgré toutes les micro-décisions qu'on prend, on s'en va dans la bonne direction. Il joue aussi souvent le rôle du facilitateur. Des fois, l'équipe va dire « Hey, on a essayé de faire telle fonctionnalité, c'est plus compliqué de telle manière. » J'annonce au client. Le client, lui, ça fait pas son affaire pour une raison X, Y, Z. C'est correct. C'est pas un contre l'autre. C'est le même problème, sauf que les dons de perspective est différente. Puis le stratège, comme il y a une perspective de recherche qui permet de comprendre le contexte du client, et de notre bord, de notre bord à nous autres, mais souvent, il est capable de dire « Ouais,
je comprends, le client va être déçu, mais si on y rappelle que eux autres, ils le font comme ça, qu'il y a telle affaire, puis qu'en réalité, c'est ça, puis que c'est ça qui est ressorti, il va être capable de comprendre. Fait que souvent, il y a beaucoup des compromis ou des mauvaises nouvelles qu'on est capable de bien s'aligner quand on a un stratège qui est là pour t'aider. Fait quasiment médiateur de dire, je suis pas pas nécessairement d'un bord ou de l'autre, mais c'est moi qui ai le plus de contexte. Je vais vous donner le plus de faits possible. Ça, prenez la décision. C'est pas le stratège qui va trancher. Non. C'est lui qui va juste savoir, OK, oui, je lisais les références, je connais le marché, je connais les objectifs de tout le monde ici. Je vais pouvoir vous donner de l'info. Exactement. Puis, parce qu'à la fin de la journée, ça reste que c'est le directeur produit, le PO, qui va prendre la décision. Nous autres, notre job, c'est de s'assurer que la décision qu'il va prendre, ben, il n'y a pas juste la perspective de l'équipe ou qu'il n'y a pas juste la perspective du client qui est capable de comprendre la globalité de la chose. Puis qui attaque les KPI, les indicatifs. Je pense que c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'ai vu plusieurs fois chez Mirigo de dire comme, OK, oui, il y a le fait A, il y a le fait B, mais regardez le KPI ici. Là, qu'est-ce qui va avoir une influence sur le KPI en haut? Ah, on devrait plus aller dans cette direction-là parce que c'est ça notre North Star. Ah, assurément. Puis, tantôt, ce que tu parlais des activités de strat, des rencontres avec les gens, des ateliers. Je pense qu'il y a des trucs là-dedans qui sont assez standards en termes d'activité. Y a-t-il quelque chose qu'on applique un peu à la sauce Mirigo? En quoi Mirigo, on est c'est quoi notre rang? Est-ce qu'on a un angle qui est différent? Est-ce qu'on se positionne différemment? Et où notre sparkle Mirigo? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que l'angle qu'on a, c'est souvent les gens qui vont... Les différents fournisseurs qui vont faire de la stratégie numérique, ils ont la chance d'avoir une méthodologie semblable à la nôtre. Ça, on ne réinvente pas la roue. Le bout où ils sont peut-être moins chanceux, c'est la proximité technologique. Tu sais, Mirigo, on a une équipe de combien d'experts en développement, assurance qualité, recherche de... En tout, on est à peu près 180 personnes. Là. Fait que, juste en termes de gens, mettons, qui sont dans le côté réalisation, c'est plus qu'une centaine de personnes facilement. Là. C'est ça. Fait que des muscles technologiques de gens qui sont des ingénieurs logiciels qui ont travaillé, tu sais, on a livré... Qui en ont shippé des... Ouais, c'est ça. On a fait plus que 300 produits numériques. Ouais. Fait que l'avantage qu'on a, c'est que quand on fait une activité quelle qu'elle soit, c'est toujours dans l'actionnabilité. La finalité de la chose, c'est jamais de faire un rapport de 200 pages qui va prendre la poussière. Ouais. Tabletté, là. Tabletté, c'est ça, avec un peu de pensée magique à travers ça. Nous autres, notre objectif, c'est de découper un produit. Puis on a des gens techniques qui nous apportent tout le temps d'avoir cette perspective-là très terre à terre et très réaliste. Fait que quand on dit « Hey, on va faire des entrevues utilisateurs », on fait pas des entrevues utilisateurs où on pose des questions à l'infini pour le fun. On a établi des hypothèses de recherche. Puis c'est des hypothèses qu'on a priorisées parce que si on apprend A ou si on apprend B, ça va avoir un impact réel sur le format du produit ou sur la fonctionnalité. Fait que cette espèce d'intégration-là fait que, je donne un exemple hyper concret, souvent quand il y a quelqu'un qui intègre l'équipe de stratégie de Mirigo, qui ont dit « Hey, fais-nous un rapport d'utilisation sur un produit », ils vont nous sortir des insights comme 56% de l'application sont des femmes. Puis le reste des utilisateurs. Quel insight qui ne veut absolument rien dire. Tu sais, on changera aucune fonctionnalité avec cette information-là. Super intéressant. C'est une statistique intéressante, une métrique intéressante, I guess, mais qui n'est pas actionnable du tout. Exact. Quand on travaille avec l'équipe, puis on se dit, OK, notre objectif, c'est d'atteindre, je sais pas moi, tant de parts de marché ou tant de conversions pour telle date, peu importe. Puis qu'on part de ce point-là, après ça, ben, le rôle du stratège, c'est pas de dire, je vous fais un rapport, puis j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va coller là-dedans. C'est de dire, OK, notre hypothèse, c'est que les gens allaient utiliser telle fonctionnalité de telle manière, puis que l'archétype d'utilisateur qui va utiliser cette fonctionnalité-là, c'est principalement tel genre de personne. Fait que ce que je m'attends, c'est que les gens qui utilisent cette fonctionnalité-là aient tel type de profil. Puis là, ce que je réalise, c'est, pas du tout. Le segment de clientèle, mettons, point de vue, je sais pas, l'âge, c'est vraiment pas le segment qu'on pensait avoir. Ce qui est étrange, là, parce que le bassin d'utilisateurs qu'on vise, c'est tel type d'utilisateur. Mais là, des données socio-démographiques peuvent être pertinentes parce que là, ça vient challenger une des hypothèses qu'on avait, puis ça vient nous faire réaliser que peut-être que, la démographique qu'on vise ou la cible qu'on essaie d'atteindre, il y a une raison, pour une raison ou une autre, on n'est pas capable de s'y rendre. Puis je vais te donner un exemple concret. On avait fait un produit qui est utilisé dans un contexte de excuse-moi l'expression, le B2B, là, tu sais, on faisait le produit pour des gens que leur rôle, c'est somme toute des gens qui ont un certain âge et qui vont utiliser le produit.
Puis, ce qu'on réalisait, c'est que les gens qui utilisent le produit qu'on a développé, c'était pas du tout la démographique qu'on pensait. Fait qu'on est allé rencontrer ces gens-là. On aimerait ça comprendre pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas le produit comme ça. Là, ça devient pertinent parce que il y a un différentiel entre l'hypothèse qu'on avait et le produit qu'on essaie de bâtir pour faire le produit qu'on essaie de faire. Fait que finalement, on arrive et on leur met le produit dans les mains. Ils disent, hey, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. C'est pas vrai que tu vas changer ma façon de travailler. By the way, laisse-moi t'expliquer comment les choses fonctionnent. Puis là, ben, il me sort son vieux téléphone, dans le temps, c'est un iPhone 5 qui a même pas la technologie qui fonctionne. Puis la technologie que nous, on avait développée pour ce type d'appareil-là. Là, d'avoir cette espèce de perspective-là, de dire, OK, toi, dans le fond, la valeur que tu vois pour le produit, c'est pas la fonctionnalité sur laquelle on a bêté et on a travaillé fort. C'est beaucoup plus l'autre fonctionnalité qui, elle, te génère de la valeur parce que de toute façon, toi, tu es habitué de travailler de cette façon-là, puis on réussira pas à changer ta façon de travailler. Mais on peut améliorer autre chose. On peut améliorer autre chose. Ça, c'est le genre de truc que, selon moi, une bonne stratégie va t'amener à avoir cette perspective-là. Mais je pense que quand tu n'as pas cette proximité-là avec le produit, quand tu n'es pas capable d'avoir le PO qui te dit « Hey, ça, c'est ce qu'on essaye d'accomplir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire? » Ou les développeurs avec lesquels tu peux dire « Hey, ça, c'est ce qu'on essaye de faire. » Ils disent « Oui, ça, c'est vraiment compliqué parce que le payload de l'API qui nous retourne ne te permet pas d'avoir cette information-là. Fait que tu ne pourras pas faire de la classification de contenu comme ce que tu essaierais de faire. » Peu importe. Ben, c'est dur d'amener une actionnabilité. Tout ce que tu peux apporter, c'est une série de fun facts. Ben, c'est intéressant tantôt quand tu as dit, mettons, quelqu'un qui rentre dans l'équipe de strat, on demande, peux-tu nous faire, pour comme première tâche, pour familiariser-toi avec ça, comme peux-tu nous créer un rapport produit, mais dans le fond, ce qu'on s'attend de ça, c'est que la personne nous challenge en disant, OK, donc, quelles sont les hypothèses? C'est pas juste, OK, parfait, je pars avec la consigne, je vais faire un rapport produit, ben là, on lui demande peut-être d'émettre des hypothèses, mais j'imagine que non, il faut que ça vienne avec un. Il faut essayer de comprendre le produit, comprendre ce que le produit essaie d'atteindre comme objectif, pour après ça faire un rapport sur est-ce qu'on atteint, oui ou non, affirmer, dire non à des hypothèses, en fond. Exact. Mais moi, je trouve que ce qu'on essaie d'appliquer, c'est ni plus ni moins que la méthodologie scientifique. Ouais. Tu pars pas en recherche sans avoir déterminé quelles sont tes hypothèses de recherche et tes questions de recherche. Fait que avant même d'ouvrir. Souvent, il y a un phénomène dans la stratégie numérique qu'on appelle le paralysis analysis, la paralyse de l'analyse. Je sais pas pourquoi on le dit toujours en anglais, ça sonne aussi bien en français. Ça bien, ouais, ça arrive. Ouais. Qui est comme quand tu ouvres ton outil d'analytique, puis là, tu es en avant de Mixpanel, Google Analytics, peu importe. Puis là, tu as juste des tableaux, des chiffres, des tableaux, puis tu fais qu'est-ce que je cherche? Non, ferme ça. Ouvre le produit, utilise-le, puis note tes hypothèses. Là. Je pense que le monde. Pour nous autres, c'est bien important cette section-là. Moi, je pense que personne va dedans. Moi, je pense que le monde, quand il arrive, ils vont directement là-dessus. Moi, je pense que le monde n'utilise pas la barre de recherche parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'étendue de notre offre. Puis là, ben, quand tu pars de ce point-là, je pense que le monde n'utilise pas la barre de recherche. Je vais essayer de le chiffrer. Mon hypothèse, c'est que moins de 20% des gens naviguent via la barre de recherche. Là, tu as un chiffre à aller chercher. Puis là, tu es capable d'avoir une donnée. Puis après ça, ben, quand tu t'en rends compte, tu peux arriver et te dire à l'équipe, c'est cool. La façon qu'on l'a fait, la façon de naviguer principale devrait pas être la recherche parce que l'état d'esprit des gens n'est pas je vais dans la plateforme pour découvrir les contenus, c'est je vais chercher un contenu spécifique que j'ai. Fait qu'on doit beaucoup plus travailler en découvrabilité sur comment faire en sorte que les gens qui sont sur un contenu découvrent d'autres contenus. Puis là, ben, comme par magie, là, tu as un vrai bon insight. Qui s'appuie sur une hypothèse, qui après ça, elle, s'appuie sur des vraies données d'utilisation, puis là, OK, on peut faire une informed decision sur ça. Exactement. Fait que je pense que ça, c'est le côté où j'ai l'impression que cette proximité-là de notre bar, si on n'était pas main dans la main avec le reste de l'équipe, puis mettons qu'on était une cellule de côté, puis que notre job, c'est de faire un rapport d'utilisation qu'on donne à un client, c'est dur d'arriver vraiment avec assez de contexte et de compréhension pour être capable de creuser aux bons endroits, puis de poser les bonnes questions, puis de générer de la valeur. Et puis je pense quand même que ça a détendu le fait que, pour connaître pas mal toute l'équipe de stratégie, le fait d'avoir côtoyer l'équipe de réalisation pendant des années, ça les teinte un peu de. C'est pas juste des gens qui sont drivés à faire des rapports. C'est OK, donc comment les gens qui s'intéressent à comment ça se passe au niveau techno, comment, tu sais, pour pas que ça soit tout le temps, je vais m'appuyer sur la personne qui m'aide dans tel autre produit, je pense que ça, l'API, c'est le même qu'on utilisait, pas mal de choses qu'on peut le faire. Tu sais, il y a comme des réflexes qui se développent aussi d'avoir côtoyé des gens qui bâtissent des produits, les gens de l'équipe de strat deviennent des gens qui bâtissent des produits aussi. C'est juste que c'est une discipline spécifique, mais qui est pas juste
on fait la job avant, puis on livre de quoi après, puis c'est fini. Puis l'autre affaire que tu me fais réaliser, qui est quand même malade, c'est au volume de produits qu'on fait chez Mirego, la loupe d'apprentissage est vraiment élevée parce que chaque fois qu'on sort une nouvelle fonctionnalité pour client A, c'est une idée qu'on a eue, on essaye ça, ben dans 3 mois, on va être capable de voir comment ça réagit, ça atteint tous ses objectifs, on va pouvoir poser des questions aux utilisateurs. Mais ça, on ne réutilise pas les stratégies d'un client à l'autre, puis je veux dire, il y a une perméabilité. Ben oui. Ceci étant dit, en tant que stratège, tu le vois. Après, par osmose, après un certain temps, tu le vois ce qui marche et ce qui marche pas. Comme, cette fonctionnalité-là, sur ce client-là, le feu a pogné bien raide, ça marche tempête. Peut-être bien que si j'ai un défi qui est similaire pour un autre client. C'est quoi les apprentissages que je vais prendre de ça? T'sais, c'est pas nécessairement comme tu dis de copier-coller, mais de dire OK, quand on parlait de educated guess, ou de je suis un peu plus educated. Mon prochain guess que je vais prendre, ma prochaine hypothèse, elle va être encore plus éduquée et encore plus solide parce que je m'appuie sur mon expérience que je veux bâtir. Ben oui, puis tu sais, Bass Morin, Seb, le coprésident, c'est une des affaires que j'ai beaucoup appris de lui quand je suis arrivé chez Mirego. Puis j'avais l'impression qu'il avait tout le temps les réponses et qu'il le savait toujours, mais c'est parce qu'il y avait. C'était pas nécessairement, oui, il y a beaucoup de culture puis de connaissances, mais aussi beaucoup d'expérience. Il y a tellement pataugé dans beaucoup de produits que des fois, je suis comme, hey, j'ai une idée là, pour résoudre ce problème-là d'utilisateur, on pourrait le faire comme ça. Puis il était comme, ben moi, je pense pas que ça va marcher, on l'a essayé pour tel produit, puis ça n'a pas fonctionné. Tu sais, c'est intéressant. On part pas de zéro à chaque fois. Là. On part pas à... Bon, OK, comment qu'on pourrait faire ça? Non, on s'appuie un peu sur du... Des fois, pour apporter un mindset, justement, de bête là, à nos clients, des fois, les clients arrivent puis ils sont comme, ben moi, je suis convaincu, c'est cette fonctionnalité-là qu'on va faire. Puis des fois, leur perspective des clients, nous, on traite ça comme des points de départ, on traite ça comme des hypothèses. Notre client nous dit ça, mais il travaille 5 jours sur 7, 40 heures semaine pour sa marque à lui dans une perspective qui est vraiment très à lui. Ça se peut que son opinion soit un petit peu biaisée sur pourquoi les gens choisissent sa marque versus un autre. Fait que souvent, quand on va tomber dans la phase d'idéation, on va sortir un haut volume d'idées avec le client. Puis souvent, ils vont nous dire c'est ça, puis ça qu'on va faire. Puis souvent, on va dire regarde, on va le prototyper, on le prend des hypothèses, puis un truc qu'on fait que personnellement j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle les dead pools. Fait que c'est comme un pool genre que tu bêtes sur n'importe quoi. Fait qu'on donne de l'argent au monde fictif, là, comme de l'argent Monopoly, puis on dit bête sur les 3 fonctionnalités, tu penses qu'ils vont le plus scorer avec la cible, puis bête ces 3 fonctionnalités, selon toi, qui vont le moins scorer de celles qu'on a priorisées ensemble. Puis c'est toujours vraiment intéressant de revenir après ça puis de dire hey, vous voulez savoir c'est lesquelles les fonctionnalités qui ont le plus fonctionné? On ne choisit pas des fonctionnalités parce que un VP du côté du client l'a choisi. On le choisit parce qu'un VP du côté du client pense que c'est la bonne chose à faire. Proposé, Et parce que les utilisateurs nous ont dit que ça vibrait avec eux autres. C'est toujours intéressant de voir, il y a comme une espèce de corrélation là, entre la fougue de gens qui arrivent puis qui ont le goût puis les fonctionnalités qui flashent, qui bêtent, ça fonctionne un petit peu moins bien. Puis les vieux routiers qui en ont vu d'autres, elle est plate cette fonctionnalité-là, mais c'est ça qui va faire triper les utilisateurs. Puis à chaque fois, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose, c'est un moment que j'aime bien. Mais c'est intéressant comment vous faites pour composer avec ça, le côté, encore un anglicisme, le trendy, puis justement, mettons les modes ou les trucs qu'on voit, que justement, la compétition fait ça. Hey, nous devons faire ça, nous aussi. Comment qu'on peut. On a des stratégies justement avec un client qui nous dit mon compétiteur fait ça, j'ai eu ma prochaine idée, ça va être ça. Comment qu'on peut tacler ça? C'est vraiment une bonne question qui s'applique sur plusieurs niveaux. Mettons qu'on regarde juste point de vue technologie, puis innovation, puis trendy, puis ces affaires-là. Pour moi, c'est des outils que tu as dans un coffre à outils. T'sais, si le seul outil que tu as, c'est un marteau, ça se peut que tous les problèmes que tu as, ça ressemble à des clous. T'sais. Fait que dans ce cas-ci, si tu maîtrises, tu as un play que tu fais vraiment bien, ça se peut que cette fonctionnalité-là, tu essaies de la mettre tout le temps partout. Si, écoute, il sort de l'intelligence artificielle, la finalité, c'est jamais de mettre de l'AI. La finalité, c'est de régler le problème de l'utilisateur puis d'atteindre un objectif d'affaires pour un client. Et l'AI est un outil qui peut te permettre d'y arriver. Right. Fait que je pense que le rôle du stratège, c'est d'avoir un niveau de confort avec ces technologies-là émergentes ou ces tendances-là, puis de comprendre les tenants et aboutissants. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui était bien à la mode, c'était ce qu'on appelle le UGC, le User Generated Content, qui est une stratégie qui fonctionne bien parce que tu crées un effet de réseau où les utilisateurs génèrent de la valeur mutuellement entre eux, mais il y a des risques. Fait que le rôle du stratège, c'est pas d'être un expert de ça, c'est de savoir que, cool, si on veut utiliser la stratégie du UGC, voici comment on peut le faire
mais empêcher les gens de s'insulter entre eux ou poster des photos obscènes. Au même titre que là, s'il y a une nouvelle technologie qui sort avec l'intelligence artificielle, je dis les AI parce que c'est comme le mot, le mot de l'heure. Ça peut-être qu'on l'avait pas encore dit, là. Ouais, je travaille fort là-dessus. Là. Mais les AI, c'est comme, si on a quelqu'un qui arrive qui est un expert en AI, je pense que c'est j'ai juste l'expression en anglais qui me vient en tête, le flood from the get-go, là, c'est... Mais qui va juste, à toutes les phrases, ça va être ça. Comment je peux me justifier mon expertise en la connectant partout? T'sais? Exact. Comparativement, quelqu'un qui est capable de dire, non, moi, ce que j'ai, c'est une expertise holistique. Puis là, je comprends l'entièreté de la business, l'entièreté des utilisateurs. Je comprends ce qu'on doit accomplir. Et je pense que, j'ouvre mon coffre à outils. Ouais. L'AI est une bonne solution pour ça. Puis je vois vraiment dans les projets qu'on a fait qui utilisent ce genre de technologie-là, parce qu'on a joué, au fil des années, on a joué avec la réalité augmentée, on a joué avec des assistants vocaux, blockchain. Ouais. Les fois où ça colle, c'est quand c'est collé sur un bobo, puis que ça, c'est le remède. Fait que ça, j'ai tendance à dire que le rôle du stratège, c'est d'être familier assez avec ces expertises-là pour être capable de repérer les opportunités. Puis après ça, d'être un expert dans ces technologies-là, devient un collaborateur, tu sais, qu'on peut aller chercher, mais c'est pas le rôle du stratège, je pense, parce que sinon, il devient biaisé. De l'autre côté, quand c'est les compétiteurs qui décident d'utiliser ces innovations-là. Les compétiteurs de nos clients. C'est ça, exact. Fait que tu sais, dans ta question, tu disais comment est-ce que tu composes avec le côté trendy et ces affaires-là? Je pense que, encore une fois, ça reste toujours une question de bête. Fait que pour atteindre ton objectif d'utilisateur, de client ou de marché, fait que froidement, tout le monde le fait, donc je dois le faire. Ça se peut que tout le monde fasse une erreur. Tu sais, ça se peut que tout le monde aille dans la mauvaise direction. Ça se peut que le compétiteur investisse des millions de dollars dans une fonctionnalité que personne utilise. Le savoir que le compétiteur utilise cette technologie-là qui est émergente, souvent on va le traiter comme étant un point de données. Fait à partir de ce moment-là, on va aller voir, on va essayer de chercher de l'information. Fait que soit on va aller regarder s'il y a des contenus, un genre de blog, un communiqué de presse, des réactions Facebook, des commentaires dans l'App Store du compétiteur. On est capable d'aller chercher une perspective qui est moins ce que le compétiteur dit qu'il fait. Et versus les résultats que ça donne. Exact. Fait que souvent, on va faire ça, ou on va faire des groupes de discussion, on va faire un sondage, on va poser des questions. Mais on va vraiment le voir comme étant un peu comme un grand jeu d'échecs. Là, il vient de bouger sa reine. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire pour nous? Bonne question, c'est important de le savoir. Maintenant, essayons de décider si c'est une bonne ou une mauvaise approche. Fait qu'on n'a pas un genre d'arbre décisionnel de if la compétition fait ça. Ça vaut tant de points, donc ça pèse plus dans la balance. C'est pas nécessairement ça. Exact. T'sais, on a un service d'audit puis d'analyse de la compétition. Ouais. Fait qu'on a des audits où on a des stratèges qui, à chaque mois, font un audit qui est un peu agnostique de nos clients. C'est, cette semaine, on se concentre sur, ou ce mois-ci, on se concentre sur le domaine de la santé ou le domaine agroalimentaire. Dans le numérique tout le temps. Le numérique et l'innovation. OK. Fait qu'on se permet de aussi aller regarder s'il y a des startups qui lèvent du financement, qui ont une approche intéressante. Mais qui n'est pas de core numérique, mettons, qui peut juste être nouveau, mais pas nécessairement numérique. C'est ça, tu sais, au même titre que peu importe le client, si Amazon commence à venir jouer dans vos pattes aux États-Unis, ben les chances sont que même si c'est pas une feature dans une application mobile, peut-être qu'on veut le savoir tout de suite qu'Amazon commence à venir jouer dans nos pattes. Fait que, j'avoue, comme si on t'avait de s'estimer ensemble. C'est ça, tu as raison, continue. fait que c'est ça, tout ça pour dire que on le traite comme étant un point de données, puis après ça, on prend des décisions basées là-dessus. Comment est-ce que tu vois le futur de la stratégie numérique chez Mirego et peut-être même at large, mais ça peut être chez Mirego? Tu sais, comment est-ce que tu vois... On dirait que le domaine, on vient de parler d'innovation, comme ça bouge beaucoup, mais fondamentalement, la stratégie, puis comment on la fait, tu vois-tu des gros changements qui s'en viennent? Hey, c'est une bonne question. J'ai l'impression... C'est toutes des bonnes questions que j'ai posées. Je t'ai donné cette rétroaction-là, bonne question à chaque fois? Oui, à toutes les fois, je suis comme « Yes! » Yes, sir. OK. Je pense que point de vue futur et innovation, si on parle point de vue purement à l'intérieur de Mirego, je pense que l'équipe de stratégie, il y a tellement de démocratisation qui se fait au niveau de la technologie. Tu sais, il y a de plus en plus... Je veux dire, l'intelligence artificielle est capable de faire de plus en plus de jobs incluant la portion du code. Il y a le contexte économique qui fait qu'il y a de plus en plus de talents, de développeurs qui sont capables de faire de plus en plus de choses. Avant, il y avait certaines technologies qui étaient très réservées à une élite de gens qui étaient capables de l'utiliser. Là, ici, mettons, l'exemple que je peux donner, c'est Kotlin multiplateforme versus un React Native. Aujourd'hui, faire des applications en React Native,
ça fait des applications vraiment plus intéressantes que ce qu'on avait dans le temps. Puis ce qui fait que le pool de talent de gens qui sont capables de faire des produits solides et voués à agrandir, ce que je pense que la notion de développement devenant plus accessible à tous fait que la compétition, puis l'innovation, puis le rythme que les choses vont s'accélérer. Ce qui fait que la compréhension produit va devenir une composante, je pense, plus importante. Avant, sortir un app, c'était good enough pour être différent des autres. Là, quand il y a 80 apps qui font la même affaire que toi, c'est important d'avoir cette compréhension-là. Fait que je pense que pour l'instant, la stratégie numérique, c'est un domaine un peu marginal dans lequel, c'est-tu des designers qui se sont concentrés en UX? C'est-tu des data scientists ou des gens qui font de la cybermétrie qui s'intéressent à ça? Des experts produits puis qui connaissent le produit numérique en tant que tel. C'est ça, c'est-tu des stratèges marketing qui travaillent typiquement dans les agences de pub qui s'intéressent à la technologie puis qui vont là-dedans? Puis ces lignes-là sont de plus en plus floues. Okay. Puis je pense que plus ça va aller, plus le rôle de personnes que sont... Le rôle de jouer ces pièces-là, je pense que le terrain de jeu s'agrandit. Je pense qu'avant, il y a quelques années, c'est un site web. Ou là, c'est un site web, peut-être une app web. Là, c'est peut-être un site web, une app web, c'est peut-être une application mobile. Puis là, aujourd'hui, il y a les GPT qui sortent, il y a des mondes connectés, il y a des applications automobiles. Je veux dire, l'application que tu utilises pour faire pour faire le mixing du podcast qu'on est en train d'enregistrer en ce moment, il y a un store dedans, fait que peut-être que la solution, c'est de faire une application qui s'insère ou un peu importe. Fait que j'ai l'impression que comme les points de contact sont de plus en plus digitaux, puis comme la digitalisation est un peu partout, j'ai l'impression que la stratégie numérique va devenir une expertise qui est de plus en plus large. Ouais. Fait qu'il va nécessiter de plus en plus de personnes qui comprennent un spectre large de choses. Mais puis tantôt, tu disais un point que je trouve super intéressant, c'est le côté expertise d'un marché, d'une organisation, d'un client. Là aussi, tu sais, je replug l'intelligence artificielle, avoir des modèles qui sont experts, justement, moi, je suis expert du domaine des médias. Moi, mettons, Rémi Prévost, là, c'est ça mon titre, là, je suis expert là-dedans. Au niveau stratégie numérique, je sais qu'est-ce qui se fait ailleurs, je sais mais tu sais, ça, en termes d'être remplaçable, ou en tout cas, que moi, je pourrais me faire aider par des modèles qui sont entraînés sur bien des données, tu sais, puis là, ça vaut pour pas mal toutes les disciplines dans notre domaine, mais il y a un potentiel fou de dire, voici du data, voici du knowledge, entraîne-toi là-dessus, émets-moi 5 recommandations pour ce produit-là. C'est quand même fou. Là. Absolument. Puis je pense aussi que du côté des entreprises, c'est nos clients, je pense qu'il y a un shift qui s'est fait dans les dernières années, dans la mesure où avant, on travaillait avec des gens qui, numérique, je sais pas trop quoi faire avec ça. Là, le monde s'en vient éduquer, ils commencent à avoir des experts de leur côté, plus qui sont en mesure. Fait que la collaboration devient beaucoup moins comme un comme un fournisseur de services. Plus de la collaboration en stratégie. Là. On est beaucoup plus en collaboration. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression que la game de compétition inter-entreprise au niveau de comment le numérique se forme, il y a tellement plus de nouvelles opportunités. C'est tellement de plus en plus facile de devenir un joueur là-dedans. Il y a une grosse démocratisation qui se fait. Fait que j'ai l'impression que c'est un domaine qui va être... Il y a de l'automatisation, comme tu dis, à travers ça, oui, c'est ça. Qui rend ça... Certains skills qui étaient difficiles, certaines compétences qui étaient difficiles à aller chercher, qui deviennent beaucoup plus faciles parce que, on a des outils qui existent. Fait que j'ai l'impression que quelle direction exactement ça va prendre, c'est difficile à dire, mais assurément, je pense que ça va être une expertise qui est vouée à se développer globalement. Ça, le côté élargissement, mais mettons, si on regarde les autres rôles des entreprises comme Mirego, du développement logiciel, design visuel, tous ces domaines-là sont aussi appelés à changer par justement tout ce qu'on vient de dire, l'automatisation, démocratisation, tout ça, c'est quand même un beau... il y a quand même un avenir assez dynamique qui s'en vient pour notre domaine, dans le fond. Assurément. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, en terminant, là, on vient de parler un peu du futur, mais si on se ramène dans le présent, aujourd'hui, là, c'est quoi, selon toi, l'élément le plus important à avoir dans une équipe de stratégie numérique? Ah, maudit Rémi, c'est ta première mauvaise question. L'élément le plus important, selon moi, c'est l'empathie. Puis je m'explique. L'empathie, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va sortir des chiffres et qui va faire des recommandations froides, pas actionnables, puis quelqu'un qui va avoir une passion profonde puis qui va vouloir se battre pour s'assurer que tout le monde comprend l'utilisateur. Quand ça devient souvent le terme qui revient toujours, c'est care, là, puis à la racine de ça, c'est de l'empathie. Ouais. Si j'ai une empathie profonde pour comprendre c'est le client, où il est, qu'est-ce qu'il essaie d'atteindre, et pourquoi c'est important de faire affaire avec nous,
les recherches que tu fais, ça devient plus juste, mais je fais de la recherche parce que j'ai besoin de faire de la recherche. Ouais. Non. Ils s'apprêtent à prendre un pari, puis il faut s'assurer, notre mission, c'est de s'assurer que c'est le bon. Et après ça, quand tu parles avec l'utilisateur, écoute, t'es pas une donnée dans un chiffre, ça n'existe pas, les utilisateurs. Moi, je travaille pour Philippe, qui lui, il se sent de même, c'est ça son problème, c'est ça qu'on doit régler. Ça, là, ça apporte l'espèce d'élément de passion plus profond qui donne une meilleure qualité. Puis je pense que l'autre élément aussi que l'empathie va apporter, c'est au niveau de la collaboration avec les équipes. Mm-hmm. Quand tu te mets à travailler après ça avec ton équipe, c'est important d'avoir de l'empathie pour le PO qui va avoir à dealer avec les recommandations que tu fais, pour le développeur qui va avoir à développer avec les contraintes technologiques qu'il y a, puis avec les contraintes que toi tu y apportes point de vue marché. Fait que d'être capable de jouer cette espèce de, je veux dire, le rôle de stratège, c'est une colle entre toutes ces différentes instances-là. Fait que d'avoir une empathie profonde sur s'assurer que tout le monde comprend bien, puis s'assurer que c'est d'une importance capitale pour moi, les individus avec lesquels je travaille ou pour lesquels je développe le produit. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre une bonne équipe de stratégie et une excellente équipe de stratégie. Fait que j'ai le goût de dire que chez Mirego, c'est probablement l'affaire le plus important dans notre équipe, qu'on met de l'avant, en fait. Parce que tu vois, s'il y a une question de chiffre, ça reste des pourcentages, des points, il y a quand même le côté aussi très donné, de data, mais sans le côté individu. L'équipe Mirego ne serait pas ce qui est en tant qu'équipe de stratégie. À la fin de la journée, il n'y a rien de plus froid que Google Analytics. Ouais. C'est des tableaux. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui l'ouvre en se disant « Je vais regarder comment est-ce que le produit fonctionne, puis je vais regarder comment les utilisateurs utilisent mon produit. » C'est niaiseux, tu regardes le même tableau, mais tu ne le regardes pas avec la même perspective parce qu'il y en a un où Crimbin, je veux comprendre comment ils se sentent, puis ça marche-tu notre affaire, puis on a-tu réussi à leur générer de la valeur? Tandis que l'autre, c'est bon, factuellement. On utilise ça à la recherche. Ben non. OK. Merci beaucoup, super intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, Rams. Donc, c'est tout pour nous. À la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.